À l'ère où la technologie façonne sans répit notre quotidien, il devient impératif de connaître les contours de la transformation numérique. Nous avons déniché un spécialiste qui nous expliquera tout dans ce numéro. Les compétences, initiatives et défis des jeunes, c'est dans CAST 3.0. Entre transformation numérique et digitalisation, aurait-il une différence notoire? Il existe une différence entre la transformation numérique et la digitalisation. Notamment, la digitalisation se réfère plus principalement à la conversion de tout ce qui est processus et d'activités manuelles en format numérique. Ça permet aussi ainsi de passer à une gestion plus efficace des données et des informations. Quant à la transformation numérique, je pense que ça englobe en fait tout ce qui est changement plus profond et plus holistique au sein d'une organisation. Elle implique la révision complète des business models, par exemple, la révision complète des processus, la révision aussi des compétences et de la culture de l'entreprise ou de l'organisation en utilisant les technologies, les nouvelles technologies pour servir de levier et créer aussi de la valeur tout en stimulant aussi de l'innovation. Merci. Merci beaucoup. Et concrètement, parce que là, c'est beaucoup plus des thèmes techniques. Concrètement, qu'est-ce que la transformation numérique? Aidez-nous à comprendre concrètement de quoi il s'agit. Ok, la transformation numérique, quand je prends une entreprise lambda qui existait déjà il y a peut-être 10 ou 20 ans, aujourd'hui, la transformation numérique pour elle, c'est de voir déjà, quand je dis la revue du business model, la façon de vendre ou bien la façon de se faire de l'argent, il y a de cela 20 ans, c'est pas la même façon parce qu'aujourd'hui, le consommateur a un comportement qui est un peu plus évolué et il change au fur et à mesure que les technologies aussi évoluent. Donc, pour une entreprise, c'est de pouvoir adopter tous ces moyens-là de technologie, respecter aussi la tendance de l'innovation pour pouvoir servir au final ses utilisateurs ou ses clients. Et y aurait-il alors un processus pour réussir la transformation numérique comme nous sommes au XXIe siècle? D'accord. Oui, donc il y aura un processus, bien évidemment, parce que quand on dit transformation, ça veut dire que c'est un projet. On veut passer d'une étape à une autre. Donc, il faut déjà pouvoir définir la vision, où est-ce que nous voulons aller, les objectifs, et mettre en place une stratégie pour. Maintenant, une fois qu'on aura fait ça, il faut quand même trouver la personne qui va piloter cette transformation-là, ou bien ce processus-là que nous sommes en train de mettre en place. Donc, ça passe par l'évaluation des compétences de ces personnes-là. Vu que nous allons utiliser les nouvelles technologies et autres, c'est de savoir déjà dans mon équipe ou parmi les collaborateurs qui est plus à l'aise avec les nouvelles technologies pour pouvoir être celui-là qui pilote le processus. Et une fois que c'est fait, on peut définir maintenant un plan, dire que ok, peut-être à court terme, on veut arriver à ce niveau-là de notre transformation. À moyen terme, on veut pouvoir arriver à ce niveau-là. Et à long terme, il faut que nous puissions atteindre ce niveau-là de notre transformation numérique. Vu que c'est peut-être une personne qui pilote, les autres ne sont pas peut-être aptes à suivre la mouvance, c'est de passer par des étapes de formation collaborative, de partage d'expériences et surtout aussi, il faut mettre en place des indicateurs qui vous permettent de mesurer, de savoir que ce que nous avons mis en place comme vision, que nous sommes en train de poursuivre, voilà les éléments qui nous permettent de savoir que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Quelle est alors la plus-value de la transformation numérique dans une structure? Dans une structure, la plus-value de la transformation numérique pour une structure, déjà, il y aura l'amélioration de tout ce qui est opérationnel. C'est-à-dire le processus qu'on avait avant va être amélioré. Les dossiers qu'on prenait 1 semaine, 2 semaines pour traiter pourront être maintenant traités en 1 journée ou en 2 journées. Donc, il y a aussi l'expérience utilisateur et l'expérience client qui sera un peu plus améliorée aussi parce que le client,
au fur et à mesure, lui, on arrive à s'adapter à son comportement d'achat, il sera satisfait et sera plus en train à collaborer avec nous. Donc, il y a aussi, quand on utilise les nouvelles technologies, on a quand même les moyens pour pouvoir mesurer la donnée. C'est-à-dire, tout ce que nous sommes en train de faire, on a quand même les rapports, les statistiques qui nous permettent de prendre les décisions assez adéquates pour toujours améliorer et optimiser notre processus de transformation. Aussi, je peux dire qu'il y a l'agilité. Vous devenez plus agile et vous adaptez assez rapidement à tout changement quand vous rentrez dans ce processus de transformation digitale, numérique plutôt, je dirais. Donc, ça va forcément induire que vos collaborateurs deviendront plus smart, plus à l'aise dans leurs fonctions et ça va vous permettre généralement aussi de pouvoir créer de nouveaux services à valeur ajoutée parce que vous avez déjà pris sur vous d'éliminer certaines tâches qui prenaient du temps. Donc, le personnel ou bien les ressources humaines ont encore assez de temps pour pouvoir s'occuper de d'autres services que vous allez pouvoir designer. Voilà. Aux clients d'une structure, par exemple, qui a subi une transformation numérique, quels sont les avantages qu'il aura? D'accord. Pour le client, je le disais tantôt, il y a l'expérience utilisateur ou bien l'expérience client qui sera améliorée. Parce que là, le client peut accéder assez facilement à vos produits et services. Il accède aussi facilement aux informations de votre entreprise. Donc, les contraintes temps, distance et accessibilité sont de plus en plus réduites, ce qui fait que le client sera plus à l'aise. Donc, en même temps, il aura aussi une expérience personnalisée, c'est-à-dire il pourra discuter avec l'entreprise comme il était le seul client de l'entreprise. Je m'explique. Vous avez de la data sur lui. Aujourd'hui, quand on prend Facebook, par exemple, vous allez voir qu'il vous propose des choses qui ne correspondent qu'à vous. On y va encore plus loin avec TikTok, qui ne propose que des choses auxquelles vous êtes habitué. Ça veut dire qu'il y a une personnalisation des informations ou bien des services que l'entreprise va vous proposer. En même temps, il y a une atmosphère de transparence et de confiance qui naît entre l'entreprise et son client. Parce que je prends deux clients. J'ai un client qui a facilement accès aux informations de son entreprise. Quand il a un souci, il a facilement accès au support. On le traite rapidement. Et un second client qui, quand il a un souci avec son entreprise ou bien un produit d'une entreprise qu'il utilise, il prend peut-être 2 semaines, 3 semaines même avant que le support ne réagisse pour qu'on puisse lui donner une réponse. Le premier client, il aura plus de confiance vis-à-vis de son entreprise que le second client. Donc, il y a la rapidité aussi de traitement de ces données et il est rassuré que quelle que soit l'évolution des technologies, son entreprise quand même sera à même de pouvoir suivre ces technologies-là parce qu'il a déjà fait les preuves en satisfaisant quand même une partie de ses besoins. De jour en jour, les qu'on nous propose nous concernent ou sont adaptés à chaque personnalité. Cela ne veut pas dire qu'il y a usage de données personnelles, de confidentialité qui est en jeu et si oui ou non, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? D'accord. Ça, c'est normal hein, parce que déjà, pour vous inscrire sur toute plateforme, il y a tout ce que nous appelons les conditions générales d'utilisation et de vente et puis les politiques de confidentialité. C'est vrai qu'une grande partie des utilisateurs ne lisent pas ces politiques de confidentialité. Et les entreprises dans ces politiques, ils vous disent comment ils collectent des données sur vous et comment ils les utilisent vis-à-vis de vous. Donc, c'est à vous soit d'accepter et continuer, soit de refuser et ne pas utiliser le service. Maintenant, dire qu'il y a utilisation des données, c'est vrai, il faut qu'il y ait cette utilisation des données-là. Et vous avez aujourd'hui, avec la RGPD, et puis même quand je prends le Togo, qui a une loi sur l'utilisation des données à caractère personnel, il y a quand même une grande porte qui vous est laissée en tant qu'utilisateur à restreindre cette utilisation-là de vos données. D'accord. Quelles sont les difficultés quotidiennes que vous rencontrez dans la transformation numérique des structures et comment arrivez-vous à les surmonter? D'accord. Les difficultés quotidiennes, déjà on parle de transformation, ça veut dire changement. L'être humain, généralement, il n'est pas vraiment assez ouvert à tout ce qui est changement parce qu'il est souvent dans une zone de confort, dans
un environnement dans lequel il se plaisait, et là on vient lui dire que ok, il faut qu'on passe de cette étape-là à cette étape. Souvent il y a cette réticence-là au changement. Maintenant, pour pouvoir juguler cette réticence-là, ce que nous faisons généralement, c'est aussi d'expliquer, de communiquer de manière claire et transparente les objectifs et les avantages que la transformation numérique a pour l'entreprise de cette personne-là, ou bien a pour cette personne-là elle-même déjà. Aussi, pour juguler ça aussi, il faut pouvoir impliquer les personnes à qui vous proposez de la transformation numérique dans le processus que vous êtes en train de vouloir mettre en place pour eux, que ce soit par des sensibilisations, par des formations. Il faudrait déjà qu'ils comprennent ce que vous voulez faire avant de venir le déployer ou bien le concevoir pour eux. En deuxième position, il y a souvent aussi le manque de compétences numériques. Vous allez voir, il y a des sociétés qui sont là depuis des années avec des gens qui ont peut-être 20, 25 ans de service, qui sont déjà habitués peut-être avec la dactylo, les machines à taper là, ou soit qui sont habitués avec les fichiers Excel, Word, etc. Maintenant que vous insérez tout ce qui est numérique, ça devient un peu une mise à jour qu'il faut faire à ces personnes-là. Souvent, ça fait qu'il y a quand même un retard dans le processus de transformation numérique. Et comme vous venez de le poser comme question, il y a aussi la gestion des données et la sécurité. Comment faire pour gérer ces données-là et comment faire pour sécuriser ces données. Aujourd'hui, c'est bien vrai que nous avons des data centers en Afrique et autres, mais quand même la dépendance numérique vis-à-vis de l'extérieur ou bien de l'Europe, de l'Occident, n'est pas annulée. Donc, il faut quand même trouver des personnes dans votre équipe qui soient aptes à pouvoir mettre quand même une grande sécurité autour des données que vous êtes en train de générer. Et aussi, je peux dire le choix des technologies. Le choix des technologies en soi n'est pas un problème, mais c'est le coût que la technologie apporte qui est le problème. Je vais prendre une entreprise qui veut passer à une transformation numérique. Vous allez voir plusieurs technologies qui peuvent faire le service que l'entreprise demande, mais à quel coût? Les entreprises seront peut-être amenées à choisir la technologie qui est moins chère. Mais est-ce la technologie qui est adaptée à ce qu'ils veulent faire? Donc, le fait de pouvoir faire accepter à l'entreprise une technologie, de pouvoir le faire accepter aussi le coût, c'est souvent des difficultés que nous rencontrons dans ce domaine-là. Aussi, sur le terrain, je peux dire qu'il y a déjà des entreprises qui ont des systèmes qui sont soit obsolètes ou soit qui n'ont pas eu de mise à jour depuis un long moment. Donc, quand ces entreprises, par exemple, veulent passer à une étape supérieure, on se heurte à ce que nous appelons les architectures orientées services ou des API. Il y a quand même un grand nombre d'API qu'il faut développer afin de pouvoir permettre au système existant de pouvoir communiquer ou bien de s'interconnecter au nouveau système. Donc, ça aussi, c'est des difficultés. Et aussi, je peux citer l'évolution rapide de la technologie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une solution que vous mettez en place aujourd'hui, elle est bonne, elle est impeccable sur le terrain, mais avec l'évolution rapide de la technologie, en 2 ans, cette solution peut devenir très obsolète. Donc, il y a ça aussi comme difficulté. Et pour ce faire, il faut faire aussi, pour trouver une solution ou bien pour surmonter ce problème-là, il faut avoir ce que nous appelons la veille technologique, pouvoir être à l'affût des mises à jour qui se font et pouvoir aussi régulièrement mettre à jour le système que vous avez mis en place. Voilà. Nous allons prendre pas par pas dans un pays en voie de développement tel le Togo. Quelles sont les approches que vous adoptez pour mener à bien vos missions en prenant en compte le niveau ou le rapport de la population avec le numérique? Pour un pays en voie de développement comme le Togo, donc déjà je peux dire qu'il faut commencer par une sensibilisation et une éducation. Et c'est une étape très très importante quand on sait que toute la population déjà n'est pas dans une zone connectée à Internet. Et une grande partie de la population est soit analphabète ou pas assez instruite. Donc il faut une sensibilisation et de l'éducation sur tout ce qui est processus de transformation numérique ou même sur tout ce qui est digital en fait. Maintenant, il faut aussi qu'on puisse revoir les technologies ou bien les infrastructures technologiques
Je pense qu'un grand travail est déjà en train d'être fait avec l'économie numérique, l'ARCEP et tout ça, qui quand même ne ménage aucun effort pour que le Togo soit à date dans l'écosystème numérique. Maintenant, l'autre chose, c'est de pouvoir aussi proposer des solutions adaptées aux besoins locaux. On ne va pas mettre en place un service qui utilise de la data 100% dans un village de Djalpanga, par exemple, où on sait que la bande passante de l'Internet, c'est à 2 mégas, par exemple. Donc, il faut trouver des solutions qui soient adaptées, des applications qui utilisent de faibles données, des applications qui soient vraiment adaptées pour les zones non connectées, à savoir peut-être les SMS, les canaux USSD ou même les centres d'appel qui sont basés sur du GSM et autres. Donc, il y a ça. Et aussi, on ne peut pas faire tout ça sans collaborer avec les acteurs locaux. Donc, dans tout projet, il faut tenir compte des parties prenantes. Toutes les personnes qui seront appelées à utiliser, même s'ils ne vont pas utiliser quand même, qui sont appelées à, je peux dire, copiner avec la solution que vous allez mettre en place, il faut avoir une collaboration étroite avec elles. Quand on prend un pays en voie de développement. Et la formation revient toujours. Aussi, il faut qu'on puisse tisser des partenariats assez soutenus. Ce que nous sommes en train de vouloir faire peut-être dans un pays, dans un autre environnement, il y a une société qui l'a déjà fait, qui l'a réussi. Donc, il faut pouvoir tisser ces partenariats-là pour avoir de l'expérience, tirer de l'expérience de ces structures-là qui ont déjà fait ce que vous êtes en train de mettre en place et pouvoir le réussir, l'améliorer, l'adapter à votre environnement, le réussir. La transformation numérique peut-elle s'adapter à toutes les structures, petites, moyennes, grandes ou artisanales? Oui. La transformation numérique peut s'adapter à toutes les structures, quelle que soit leur taille et peut-être quel que soit aussi leur secteur d'activité. Quand je prends une petite entreprise, peut-être pour elle, la transformation numérique déjà, c'est d'avoir un site internet, un site sur lequel il communique de ses services et de ses produits. Et donc, ou soit l'utilisation même des réseaux sociaux, avoir des pages sur les réseaux sociaux, des pages professionnelles sur les réseaux sociaux où ils font la promotion de leurs produits et services. Pour une entreprise que je pourrais dire de taille moyenne, il y a ce que nous appelons les systèmes de gestion intégrés, donc les ERP, qui vous permettent d'avoir quand même une interaction assez automatique et dynamique avec vos utilisateurs et clients. Et surtout aussi pouvoir avoir les canaux qui permettent à vos clients de discuter avec vous assez facilement. Et pour une très grande entreprise, là, c'est une transformation numérique assez approfondie. Par exemple, dans la question, vous avez parlé du secteur artisanal, par exemple. La transformation numérique pour le secteur artisanal, déjà, c'est, comme je le disais, avoir des pages ou bien un site internet où ils font la promotion. Ils publient leurs œuvres d'art, ils publient que ce soit peut-être des scènes, qu'ils publient ça en ligne, qu'ils puissent avoir de la visibilité sur leurs produits. Voilà. Quels sont vos défis personnels? Mes défis personnels, je peux dire que c'est acquérir de jour en jour assez de compétences afin d'être un acteur assez impliqué dans l'écosystème numérique, que ce soit au niveau national ou international. Je suis Amen Galé, directeur commercial du groupe AdContact et spécialiste en transformation numérique des organisations. Sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, j'ai le même pseudo, Amen Galé. Je suis joignable au plus 228 91 88 62 49. Je suis également impliqué dans tout ce qui est entrepreneuriat autour du numérique. En résumé, la transformation numérique est l'intégration du numérique aux services ou produits. Et cela s'étend jusqu'à tous les aspects d'une organisation. De toute façon, la majorité des humains sont de plus en plus séduits par le numérique de nos jours. Vous avez tout à y gagner. Adressez-vous à un spécialiste donc.